L'invité du matin avec 3P, votre spécialiste des lames de deck, résille, composite, lambris, clôture, habillage et gouttières PVC. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Les feux de forêt et de brousse se multiplient ces derniers temps et pour en parler ce matin, vous recevez Hubert Géraud. Oui, qui est expert conservation et plaidoyer au WWF Nouvelle-Calédonie. Bonjour Hubert Géraud. Bonjour Jean-François. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que c'est vrai, on reparle à nouveau des feux de forêt parce que, on le sait, la sécheresse fait son retour, il y a moins de pluie et donc il y a plus d'occasions que les feux se développent. En un mot, depuis le début de l'année, on a une estimation déjà des surfaces qui ont brûlé en Nouvelle-Calédonie. Oui, on est malheureusement à plus de 8000 hectares. Je vous invite à vous rendre sur le géoportail de l'œil qui s'appelle Vulcain et vous aurez la carte des incendies. Vous saurez que dans les 24 dernières heures, on a eu 6 nouveaux incendies et qu'on en est à 8242 hectares. Donc plus de 8000 hectares avec 271 incendies. Et parmi ceux-là, 29 feux qui ont touché des périmètres de protection de captage d'eau sur Canala, Poniriouin, Yengen, Ouégoua, Bouloupari, Pointe-Bout, etc. 8000, c'est beaucoup par rapport au début de l'année ? C'est énorme, alors que la saison sèche n'a pas encore officiellement démarré. Donc on peut s'attendre véritablement à une année catastrophique. Est-ce qu'on connaît l'origine de ces incendies pour la plupart ? C'est toujours la même chose ? Mais oui, malheureusement, ça fait presque 20 ans que je viens à votre antenne parler de ce sujet. C'est un peu le marronnier. On sait qu'on a très peu de cas de feu de foudre en Nouvelle-Calédonie, contrairement aux Australiens. Donc c'est l'homme, ce sont les Calédoniens qui mettent le feu au pays. Volontairement ou involontairement, bien évidemment. Oui, bien sûr. Par négligence. Le résultat est le même, c'est-à-dire qu'on est dans un phénomène d'autodestruction du territoire. Et donc c'est une guerre déclarée à l'eau et à l'arbre, puisque c'est ce que nous détruisons en laissant brûler le pays. Et dans un contexte de changement climatique, c'est purement suicidaire. Alors rappelons peut-être brièvement, parce qu'on ne peut pas revenir sur toutes les conséquences des incendies de forêt, mais ce qui est brûlé ne repousse jamais de la même façon et ce qui est brûlé ne se reconstitue jamais de la même façon. Quand on brûle une forêt primaire, c'est plusieurs siècles pour se reconstituer, 5 à 700 ans selon les experts. Donc ce que l'on détruit en termes de forêt, on en prive nous-mêmes, nos enfants, nos petits-enfants, etc. C'est nos ressources en eau, rappelons-le, nos périmètres de protection de captage d'eau. C'est donc au-dessus de nos tuyaux, vous avez de la terre qui reçoit l'eau du ciel et cette terre, elle doit être couverte de forêt au maximum pour que l'infiltration se fasse et que nos ressources en eau, nos nappes, nos sources se remplissent. Si on brûle la forêt, on détruit notre château d'eau et c'est moins d'eau au robinet et l'eau qui coûtera beaucoup plus cher. Donc c'est le meilleur moyen de creuser les inégalités dans le pays. La difficulté, c'est que ces conséquences se mesurent sur le long terme et donc on a du mal parfois à voir quel impact direct ça représente. Oui, il y a un vrai travail sociologique. Il y a pas la conscience de la perte. Généralement, les gens allument pour un gain, pour entretenir un sentier de chasse, pour faire fuir le cochon, etc. Protéger son champ. Malheureusement, c'est ce qu'on appelle les écobuages, un peu rapidement. Oui, trivialement. Mais on perd beaucoup plus en brûlant le territoire qu'en cherchant d'autres alternatives au feu quand celle-ci est utilisée comme un outil. Et ça a aussi des conséquences sur la biodiversité, sur la faune et la flore ? Énorme. Et quand on va arriver au printemps, donc vers septembre-octobre, vous allez avoir tout le retour des reproductions de la nidification des oiseaux. Et dans chaque hectare, vous allez avoir des quantités de nids qui vont brûler, donc des générations entières d'oiseaux qui vont passer aux flammes. On perd des espèces, c'est-à-dire que chaque mois, les scientifiques décrivent une nouvelle espèce de plante. Sauf que quand vous avez des milliers d'hectares qui brûlent chaque année, ça veut dire qu'on brûle des espèces qu'on n'a pas eu le temps de découvrir. Alors quand on sait que ces espèces uniques au monde peuvent être porteurs de molécules qui seront des médicaments demain, qui seront des solutions que l'on peut économiquement développer pour la Calédonie, c'est véritablement un contresens. Alors Hubert Géraud, on pourrait prendre du temps et même beaucoup de temps pour expliquer les conséquences de ces incendies de forêt ou de brousse, de ce qu'ils détruisent et ce qui ne sera jamais reconstitué. La question évidemment que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ce fléau ? Vous l'avez dit, ça fait 20 ans que les messages sont répétés, il y a de la prévention
les pouvoirs publics, d'une certaine façon, s'en préoccupent aussi. Il y a des vigilances qui sont mises en place. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses changent? Est-ce que c'est comme pour finalement la mortalité routière, ce n'est qu'une question de comportement personnel? Alors, oui, il y a, je pense, 3 grands chantiers. Le premier, c'est en effet réduire drastiquement le départ de feu. Donc, c'est une question comportementale et question de décision personnelle. Et pour ça, il faut passer par une mobilisation des communautés, que ce soit en village, en périurbain, en tribu, que ce soit un vrai sujet de discussion et que les gens discutent et prennent des décisions à leur niveau, sur leur terre. Ça, c'est vraiment le premier besoin. On ne pourra pas mettre un sapeur-pompier derrière chaque personne. Le deuxième grand chantier, c'est d'améliorer drastiquement notre capacité à lutter contre les feux qui auront malheureusement été déclarés. Aujourd'hui, même si vous avez plus de camions pompiers, on est retour en 2005, on a perdu les 2 belles. Les 2 gros bombardiers d'eau, hélicoptères bombardiers d'eau, ce qui fait qu'on a 2 petits écureuils pour lutter d'un point de vue aérien contre les feux. Dans les casernes, vous avez des casernes où il n'y a que 2 sapeurs-pompiers de garde en même temps dans un centre de secours. Pour armer un camion, il faut 4 personnes. C'est-à-dire que le camion ne sort pas. Donc on est véritablement dans un contexte très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument qu'il y ait une réunion de crise mobilisant tous les acteurs, toutes les collectivités, mais aussi tous les acteurs de la question feu autour de la table pour se préparer, et il est temps à une vraie crise El Niño sur les questions de feu. Et puis aussi faire appel et être entendu, appel à la solidarité nationale, puisque nous n'avons pas les moyens aujourd'hui aériens. Clairement, nous n'avons plus les belles, nous n'avons toujours pas testé un Air Tractor, et donc nous sommes en sous-capacité de frappe aérienne. Et au niveau de projection d'hommes, il faudrait absolument qu'il y ait un accord entre les forces armées de Nouvelle-Calédonie et le gouvernement pour, en cas de déclenchement hors sec, pouvoir avoir le soutien de l'armée avec les Pumas pour faire de la projection d'hommes. Mais est-ce que ce que vous évoquez là est déjà dans les tuyaux, c'est déjà évoqué, ou est-ce que ce sont des choses que vous portez mais qui ne sont pas encore qui ne sont pas encore en chantier, oui. Qui ne sont pas en chantier. C'est un souhait que vous formulez personnellement parlé à M. Darmanin lors de son avant-dernier passage, et remontait malheureusement des questions de transfert de compétences. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question qui dépasse ces questions de transfert de compétences. Il y a une solidarité nationale qui doit s'exprimer. Elle s'exprime pour le secteur minier. Il faut qu'elle s'exprime sur la question incendie. Alors, même si la saison administrative des feux existe, on sait bien que les incendies peuvent se déclencher à n'importe quel moment. Est-ce qu'il faudrait aussi qu'au moins pendant cette saison administrative des feux, c'est-à-dire qu'au moment où les risques sont les plus importants, il y ait peut-être une réserve en hommes qui soit déployée en Nouvelle-Calédonie au cas où? Tout à fait. Et on a eu des UISC, vous savez, des sapeurs-pompiers professionnels de métropole qui étaient venus fin 2005, 75 hommes pour soutenir les efforts des sapeurs-pompiers locaux. Oui, il faudrait du prépositionnement, pas seulement de matériel, mais aussi d'hommes. Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont épuisés. Ils ont déjà combattu un nombre de feux incroyable alors que nous ne sommes qu'au mois de août. Et donc, on les expose véritablement à de forts risques. Il y a encore 5 mois à tenir. Vous avez évoqué le retour d'El Niño, après 3 années d'El Niña où on imagine qu'il y a eu plus de pluie que les autres années. El Niño, on sait que génère un temps sec, il y a du coup une réelle inquiétude, surtout que la période El Niño, on ne sait pas combien de temps elle va pouvoir durer. Non, tout à fait. Est-ce qu'elle va durer sur une saison, 1 an, 2 ans? On ne sait pas. Par contre, le meilleur sapeur-pompier en Calédonie, c'est l'humidité du sous-bois de la forêt. Et El Niño va sécher les forêts humides qui, normalement, ne brûlaient pas. Et ce qui fait que les feux que les gens allument dans les savanes à Niaouli, dans les maquis sur le bord de route, vont pouvoir, dans les mois qui viennent, rentrer dans ces forêts et les détruire de manière massive. Ce qui ne se fait pas généralement. Donc on rentre véritablement, au niveau planétaire, on le voit dans le Pyrocène. En Calédonie, ça y est, on est dans un ratio 60 fois plus important de feux que sur les territoires métropolitains. Il est plus que temps de réagir. Alors Hubert Géraud, de nombreuses associations et collectivités, vous en faites partie, le WWF organise des campagnes de reboisement, aide les gens aussi à prendre conscience de la nécessité de revégétaliser là où on peut le faire. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est aussi
Est-ce que ça peut pas avoir un effet négatif, entre guillemets, de dire puisqu'on replante, ça veut dire que finalement on préserve? Non, alors je crois pas que ça ait un effet négatif, c'est un effet positif bien plus grand. Regardez par exemple les mobilisations de Kayak de Clean, ce qu'elles font passer comme message au niveau de la société de conscientisation, c'est énorme. Par contre, oui, ce qui est replanté, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui est brûlé, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire. Donc là, vous continuerez, c'est une Mais des bien actions, sûr. ouais, c'est des actions importantes. Bien sûr, ce sont des chantiers qui ne s'opposent pas. Est-ce que Hubert Géraud, de temps en temps, vous n'êtes pas gagné un peu par le découragement de voir que malgré tout ce qui est fait, malgré les messages qui sont passés, qui sont relayés, malgré les actions qui sont menées, la situation reste très difficile? Si, personnellement si, mais on a le devoir de poursuivre le combat. Hubert Géraud, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci Jean-François.